Bonjour Emmanuel Thiebaud, je suis ravi de faire votre connaissance. On se Bonjour. connaît pas, on se voit pour la première fois. Moi, j'avais envie de vous rencontrer, même à distance, pour parler d'un livre que vous publiez chez Armand Collin, un beau livre original qui s'appelle Propaganda Hitler, du sauveur au monstre aux mille visages du Führer. Un livre passionnant qui décrypte et qui désosse, on peut dire ça, la façon dont on a parlé d'Hitler, à la fois du côté de l'Allemagne nazie, mais aussi il y a un chapitre, des chapitres même, passionnants sur une espèce de contre-propagande, donc la propagande anti-hitlérienne des Alliés et d'autres. Vous êtes historien, vous êtes responsable du mémorial de Falaise, vous êtes historien au mémorial de Caen, donc spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Ma première question, c'est comment vous avez eu envie de faire ce livre et comment on fait pour passer autant de temps avec le visage d'Hitler en permanence sous les yeux? Alors c'est une, bonne question. Moi-même, j'ai longtemps hésité, je dois vous l'avouer, à faire un ouvrage dont je dirais, à toutes les pages, on verra, la tête d'Hitler. Je ne vous cache pas que même certains éditeurs, ont été un petit peu effrayés et n'ont pas souhaité prendre cet ouvrage, pensant que ce serait peut-être un peu trop. En fait, cette passion, me vient surtout parce qu'à l'origine, j'ai surtout la passion de l'histoire, la passion du document historique et la passion, de la propagande. Qui m'a toujours intéressé et surtout au-delà de ce que j'ai pu devenir par mes études en devenant historien, mes études universitaires, dès l'âge de mes 14 ans quasiment, j'ai commencé à collectionner tout document papier en lien avec la Seconde Guerre mondiale. Ce qui fait que j'ai accumulé, mes 14 ans sont un peu loin, depuis quelques années, une importante documentation à la fois de presse, mais aussi de tracts, de brochures, de livres, qui évidemment en temps de guerre s'apparentent à la propagande. Et à force d'avoir, je dirais, compulsé tout ce corpus, en préparant d'autres ouvrages que j'ai pu faire antérieurement, richement illustrés aussi à partir de mes collections. Un jour, je me dis, mais je vois Hitler là, ici, encore là, et à chaque fois avec des représentations très différentes. Donc, qu'elle soit évidemment la représentation officielle nazie à laquelle on s'attend dès qu'on évoque le nom d'Hitler, mais aussi toutes les autres formes de représentation d'Hitler dans la presse française des années 30 et puis pendant la guerre chez les Alliés. Et à force, eh bien, en fait, j'ai commencé à faire un repérage dans mes collections, à numériser ou photographier tous ces documents et je les ai classés par thème. Et à force, je me suis rendu compte que bah, tout ceci était en train de créer le chemin de fer d'un ouvrage. Alors, ce qui m'a permis d'aller jusqu'au bout de la démarche, c'est que bah, certaines de ces représentations de contre-propagande anti-hitlérienne, là, sont plutôt très humoristiques et apportent un moment un peu de respiration et de détente dans l'ouvrage par rapport au sujet grave qu'il aborde. On connaît la force de la propagande hitlérienne, de la propagande nazie. Quand on voit votre livre, on se rend compte de la profusion d'images qui ont été fabriquées, publiées, et encore, là, ça ne concerne que Hitler, mais la propagande nazie concerne un nombre de thèmes et de sujets de la vie quotidienne absolument infini. Il y a aussi le cinéma, il y a la radio, il y a beaucoup de choses. Donc là, on est vraiment sur Hitler. Quand on feuillette et quand on lit tous les commentaires d'images, on se rend compte que finalement, Hitler, il a été quasiment vendu comme un produit. Il y a une véritable démarche publicitaire. D'où vient cette conception de la propagande politique qui est très neuve à l'époque? Quelles sont les influences? Comment tout ça s'est tricoté? Alors, c'est en effet ce que j'ai essayé de comprendre moi-même et d'expliquer au lecteur dans cet ouvrage, puisque chaque document présenté et analyser, décortiquer, ce qui permet de peut-être comprendre un petit peu ces mécanismes de propagande, comment ils ont été mis en place ici par le régime nazi. En effet, une profusion impressionnante sur chaque document que vous avez dans l'ouvrage. On en avait presque 10 à choisir. Il avait vraiment fallu faire une sélection entonnoir, hein, en mettre un là où on en avait 10 autres, pour que ce soit représentatif et le plus exhaustif possible, car cette propagande, ne serait-ce, comme vous l'avez dit, on a évidemment dans un livre, on exclut l'image animée, hein, le cinéma ou audio, la radio. On est vraiment dans l'image fixe et il y a une profusion. Alors, en fait, on s'aperçoit que bah, l'Allemagne, au sortir de la Première Guerre mondiale, devient une démocratie. Et donc, elle va entrer dans le jeu de toutes les démocraties, des élections.
Et dans les élections, vous avez la propagande électorale des candidats qui doivent évidemment vendre leur programme pour, je dirais, qu'on vote pour eux. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le même temps, on s'aperçoit que un personnage comme Hitler, par exemple, lorsqu'il va être emprisonné après son putsch raté de 1923, va énormément lire, il va énormément lire en prison. Et entre autres, on sait qu'il va lire des ouvrages qui sont liés justement à cette question de la propagande. N'oublions pas que dans Mein Kampf, il y a un chapitre entier qui s'appelle propagande. Donc c'est une question qui l'a obsédé, qui était essentielle chez lui. Et une de ses références, ça va être Gustave Le Bon, avec l'ouvrage Psychologie des foules, publié en 1895. Alors, comme toujours chez Hitler, hein, quand il lit, il prend ce qui l'intéresse et puis il triture et d'une idée générale, il va en faire lui une idée plus personnelle. Donc voilà, mais on sait que c'est une de ses références. L'autre référence va lui être apportée indirectement par évidemment l'un qui est des personnages qui va avoir un rôle important dans cette mise en place de la propagande nazie, c'est Joseph Goebbels, qui lui s'appuie sur un autre livre qui va être publié en 1928 par Édouard Bernays. Alors, c'est le neveu de Freud, hein, il a beau être juif, Goebbels, pour un temps, oublie que c'est écrit par un juif, mais l'ouvrage de Bernays qui s'appelle Propaganda est intéressant parce qu'il décrypte et il explique tous les mécanismes en fait de marketing et de communication moderne. Et ça, c'est intéressant parce que quelque part, les nazis, même s'ils prônent des valeurs ancestrales traditionnelles, en revanche, pour arriver au pouvoir et se maintenir au pouvoir, ils vont utiliser une communication moderne. Et si bien qu'ils vont comprendre que, par exemple, lors des campagnes électorales, les électeurs deviennent quasiment des consommateurs. C'est-à-dire que l'électeur, c'est celui auquel vous allez vendre un tube de dentifrice ou un paquet de tabac. Alors, je parle sciemment du tabac parce que Bernays, justement, va être recruté par une grande industrie, l'industrie de tabac américaine, et il va savoir, lui, vendre le tabac aux femmes aux États-Unis et ça va marcher. Et donc, on s'aperçoit que, après tout, puisqu'on réussit à vendre un produit de consommation basique, courante, aux masses, pourquoi ne pourrait pas-on vendre de la même manière un homme politique? Et c'est ça qui est intéressant. Et Hitler, dans son chapitre justement sur la propagande de Mein Kampf, explique très bien qu'il a compris que lui, ce qui l'intéresse, c'est d'influencer les foules, les masses. Il le dit sciemment. Alors avec mépris, hein, les masses sont féminisées pour lui. Une foule voilà, est formée forcément avec une empathie féminine, donc il faut leur parler avec un vocabulaire basique. Il y a une forme de mépris, mais qui, à un moment donné, doit ressurgir, permettre ainsi aux électeurs d'adhérer à votre discours. Donc là, on parle sur le discours. Et la force, Hitler va rajouter, alors qu'au début, il n'y croyait absolument pas, c'est qu'il va rajouter son image. Souvent, quand on regarde les vieilles affiches de programmes politiques, on a tous présent à l'esprit ces affiches qui sont des pavés de textes gigantesques. On se dit, mais comment les gens dans la rue pouvaient lire tout ça, tellement il y en a. Évidemment, en fait, c'est un programme qui est affiché. À l'époque, on ne vous envoyait pas les professions de foi chez vous. Donc, si vous vouliez connaître le programme de votre élu local, vous deviez le voir affiché sur les murs. Hein. Hitler va être l'un des premiers aussi à utiliser l'image. Dans cette image, il va utiliser, et ça c'est aussi caractéristique de sa forme à lui de propagande, sa propre image, c'est-à-dire son visage. Est-ce que cette propagande se met en place dès avant 1933? Est-ce qu'il y a un changement dans la forme et dans le fond de la propagande avant et après l'accession au pouvoir d'Hitler? Alors en effet, la propagande nazie se met en place dès les années 20. Alors les nazis ont compris quelque chose puisqu'ils vont raisonner en marketing, on dirait aujourd'hui, et donc ils vont adapter leur discours à la cible. Et en l'occurrence, ils vont segmenter la société allemande. Ils vont créer
plein de structures, des cercles, en fonction des catégories socio-professionnelles des gens, en fonction de votre métier. On va vous segmenter dans un domaine, en fonction évidemment de l'âge, du sexe, hein, de la profession. Donc, ce sont les 3 critères. Et on vous fait rentrer dans des cases de vos passions. Ça va être, pourquoi pas, le club philatélique nazi qui va. Et si bien que, une fois que vous avez segmenté cette population en catégories, eh bien, vous pouvez adapter votre discours à cette catégorie et la flatter, hein. On est dans du populisme avant l'heure, hein, c'est de la flatterie, il faut flatter et de la démagogie, bien sûr. Donc, on va aller dire à cette catégorie de population ce qu'elle a envie d'entendre. Et ça a été la force aussi des nazis, c'est qu'ils vont avoir toujours un discours adapté à leur public. Donc là, on est, je dirais, pour déjà diluer le discours au sein de la population allemande. Est-ce que le visage d'Hitler est déjà présent à ce moment-là? Alors, il apparaît, il commence à apparaître en effet, je dirais, plutôt sur le fin des années 20, début des années 30, mais en effet, là, c'est plus un discours sémantique, on va dire, qui apparaît à ce moment-là. Hitler, lui, va commencer à apparaître massivement lorsque il voit qu'il peut, je dirais, puisqu'il a raté son putsch en 1923, il est obligé de s'insérer dans le jeu électoral traditionnel. Et là, il va commencer à vendre son image, son visage qui devient un des symboles, au même titre qu'une croix gammée, que d'autres symboles nazis. Lorsqu'il devient chef d'État, alors là, le ridicule ne tuant pas, on y va à gogo, hein. Alors là, vous avez du Hitler qui est montré et photographié. Alors cette fois-ci, c'est l'autre personnage important qui intervient, c'est Heinrich Hoffmann, qui, depuis les années 20, est devenu un ami personnel d'Hitler et devient son photographe officiel. Et vous avez une multitude d'ouvrages qui vous représentent Hitler, en fait, un homme du peuple parmi le peuple, pour résumer. C'est-à-dire qu'en fait, Hitler n'est pas ni plus ni moins que les autres. Et alors là, il se prête au jeu des photos, alors avec des ouvriers, avec des chefs d'entreprise, une pelle à la main, travailleurs inaugurant une autostrade en Allemagne, signant des autographes à un paysan. Et selon aussi les régions, il n'hésite pas, principalement en Bavière, qu'il adorait tant, il endosse le costume bavarois. Alors, très ridicule, bien sûr, mais c'est pas grave. Et il se fait photographier aussi en posant de plus en plus. Et ce qui est amusant, parce qu'au début, il déteste sa propre image et il ne croit pas même à la puissance de l'image. Et ça va être quelqu'un comme Hoffmann ou Goebbels qui vont le persuader que si l'image va tout changer et tout faire. Pourtant, ce n'est pas un homme, je dirais, agréable physiquement à regarder, mais n'empêche que on va réussir, avec tous ces mécanismes, à créer autour d'Hitler un charisme politique. Oui, parce que quand on regarde toutes ces images, et donc il y en a beaucoup, énormément, bon, en dehors des images de pseudo-reportages dont vous parliez, une pelle à la main ou ce genre de choses, Voilà, oui. on se rend compte que le visage d'Hitler est quasiment devenu un logo. Il est toujours Oui. pris d'une certaine façon où il est extrêmement stylisé, souvent de profil, même de face, et c'est devenu le logo du parti nazi, au même titre que la croix gammée quasiment. Goebbels et Hoffmann ont réussi à sublimer Hitler, alors à travers une nuée de mensonges, bien entendu, hein, mais à tel point, c'est que même des bustes d'Hitler en marbre vont avoir quasiment les mêmes codes de référence, le statut d'Arnaud Breker en référence à l'Antiquité, et ça tombe bien puisqu'Hitler adore l'Antiquité. Donc du coup, la boucle est bouclée et on a fait plaisir au chef. N'oublions pas que cette omniprésence du visage d'Hitler provient du fait que très tôt, il se considère comme étant le chef, celui qui va sauver l'Allemagne, et il y a forcément un culte de la personnalité qui se met en place et qui va être évidemment abondamment entretenu par tous ses proches collaborateurs. Mais avant de parler d'Hoffmann, j'ai découvert dans votre livre, il y a un catalogue de meubles, un peu une sorte d'IKEA de l'époque, Exactement. où dans les mises en scène de bureaux, il y a toujours la seule décoration, c'est une photo d'Hitler, comme dans une mairie, mais le décor de l'Allemand moyen est forcément agrémenté, entre guillemets, d'une photo d'Hitler.
Alors là, c'est l'allemand moyen, mais plutôt là, c'est un catalogue en fait destiné du mobilier de bureau, hein, pour des gens du secteur tertiaire, on va dire, et qui cherchent à avoir une armoire de bureau, un bureau, une chaise, qui est très étonnant. Au début, je feuillette le catalogue, j'ai trouvé chez un ami bouquiniste qui me l'avait mis de côté, qui me dit tiens, je pense que ça va t'intéresser, regarde. Alors, je feuillette au début. Oui, non, c'est pas très passionnant quand même. Et puis tout d'un coup, en effet, on voit. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, évidemment, c'est la force de la propagande, c'est qu'elle est distillée. Ces exemples de pages qu'on a mis dans le livre ne sont pas omniprésentes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le visage d'Hitler à toutes les pages, mais en revanche, lorsque on vous reconstitue le bureau type je dirais d'un banquier ou d'un administratif quelconque, eh bien, d'un seul coup, là, vous avez le portrait d'Hitler. Et ce qui est amusant, c'est qu'on a joué aussi sur les différentes représentations dans les portraits, parce qu'il n'y a pas un, mais plusieurs Oui. portraits officiels. Bah, dans le catalogue, on vous montre plusieurs types de portraits d'Hitler qui apparaissent distillés comme ça au fil du catalogue. Et après, vous n'avez plus qu'à passer commande et vous envoyez votre lettre avec un timbre sur lequel vous avez bien sûr la tête d'Hitler aussi, tant qu'à faire. Alors, il faut parler donc de Heinrich Hoffmann, qui est un personnage absolument clé de la propagande hitlérienne et de la propagande nazie. Donc, c'est un photographe qui a une boutique de photos. Il va devenir ami d'Hitler, mais il va devenir aussi le fabricant de toute l'image du Troisième Reich, puisqu'en dehors des propaganda compagnies qui sont intégrées à l'armée, des reporters qui travaillent pour lui, et il y a une sorte d'agence Hoffmann qui va être créée et qui va aller partout où sont les armées nazies. Mais là, on est sur Hitler. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de Hoffmann et d'Hitler? Parce que c'est une histoire très importante. Oui, ils se rencontrent au début des années 20 fortuitement. Hoffmann est présenté, je crois que c'est au cours d'un dîner à Hitler. Bon, Hoffmann lui parle qu'il fait de la photo. Hitler l'écoute gentiment. Mais bon, voilà, ça s'arrête là. Le courant passe pas plus que ça. Mais Hoffmann lui a dit au cours de la conversation, vous savez, je photographie aussi des hommes politiques. Pour faire une référence qui parle beaucoup aux Français, c'est l'ancêtre du studio Harcourt d'époque, quoi. Donc, ouais. Et puis, c'est une époque où on se fait beaucoup portraitiser. Voilà, c'est pour marquer les grands temps de la vie. Donc, la photo a un rôle important. Et encore plus en Allemagne, puisque la photo va se développer davantage au sein des foyers allemands qu'en France, par exemple. Ce qui permet de comprendre, je fais une petite digression, mais pourquoi autant de soldats allemands partent au front avec un appareil photo de poche, un Kodak sur eux, par rapport aux soldats d'autres armées dans lesquelles la photo n'était pas encore rentrée massivement au sein des populations et des familles. Il se revoit une deuxième fois avec Hoffmann, qui réussit à le convaincre de faire un portrait. Encore une fois, et Hitler était plutôt réticent parce qu'il considérait que voilà, ça n'avait pas grand intérêt, et encore moins son visage à lui. Et puis, le courant va passer. Hoffmann va sublimer un petit peu aussi l'image d'Hitler. Et il lui dit, mais Hitler lui raconte qu'au moment de la déclaration de guerre de la Première Guerre mondiale en 1914, il était à Berlin sur une place avec des milliers d'Allemands où ils ont tous chanté le même chant ou quoi que ce soit. Et Hoffmann lui dit, ah, mais c'est marrant parce que moi j'y étais ce jour-là aussi pour faire des photos. Hoffmann lui dit, bah, je vais chercher, si ça se trouve, dans la foule, je vais vous retrouver. Et alors c'est assez étonnant parce que c'est cette fameuse photo qui va être abondamment utilisée, où on voit une photo prise parce qu'Hoffmann était monté Ouais. dans un immeuble, donc elle est prise en plongée, pour qu'on voit bien la foule. En fait, on sait par d'autres prises de vue côté rue qu'au final, il a fait cette photo déjà en trompant un petit peu le public, puisqu'il n'y avait pas autant de monde que Oui. cela sur cette place, mais sa prise de vue est faite de telle sorte qu'on a l'impression que c'est des centaines de milliers de personnes quasiment Oui, qui par le courent. cadrage. Le cadrage Voilà, serré, il a. le cadrage est essentiel. C'est là où on voit que Hoffmann est un bon photographe. Il a compris très, 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 très vite comment on peut réussir une photo ou manipuler une photo. Et c'est cette photo où il extrait un peu tel une loupe avec un cercle et on voit le visage d'Hitler qui va être présenté comme étant, alors c'est intéressant, encore une fois, un homme du peuple parmi du peuple. Regardez, celui qui est devenu votre chef était
avec vous parmi le peuple pour, je dirais, déjà défendre l'Allemagne en 14. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que cette photo, elle est certainement fausse et qu'ils ont certainement retravaillé un des personnages pour qu'il ressemble à ce qu'Hitler pouvait ressembler à l'époque. Et on retrouve régulièrement, comme ça, chez Hoffmann et Hitler, des habitudes de mensonges. L'autre exemple qui est intéressant, c'est la photo prise à la sortie de prison de Landsberg. Oui. Et au moment où Hoffmann est à la sortie de prison, il souhaite faire une photo d'Hitler devant la prison pour ensuite la diffuser, puisqu'en effet, c'est une agence Hoffmann, donc agence de presse, donc après on diffuse les photos aux médias intéressés. Sauf que Hitler était emprisonné pour un putsch raté, et donc les responsables de la prison ne souhaitent pas que celui qui vient, certes, de purger sa peine, soit en plus auréolé de gloire à sa sortie de prison, et donc il lui interdit de se faire la photo devant la porte de la prison. Et un petit peu plus loin, Hoffmann s'aperçoit que la porte médiévale de la ville de Landsberg, à s'y prendre de loin, ressemblerait à l'entrée d'une prison-forteresse. Et Ouais. qui d'ailleurs est encore plus impressionnante et plus monumentale que la porte de la prison classique. Et du coup, Hitler pose à côté de la voiture avec laquelle Hoffmann est venu le chercher, devant cette porte médiévale de la ville, et Hoffmann va légender la photo en disant Hitler sortant de la prison de Landsberg. Et ça donne encore plus d'impact, puisque comme c'est gigantesque, et on se dit comment ce frêle Hitler a-t-il pu subir les affres d'une prison qui doit être très rigoureuse, très dure et très froide. Et donc ça renforce encore plus l'image quasiment d'un Hitler martyr politique. On connaît aussi là, c'est vraiment des photos magnifiques qui font partie de l'histoire de la photographie maintenant, hein. Hitler s'entraînant à faire ses discours, donc ça sont devenus de grandes images de l'histoire de la photo. Mais Hoffmann, c'est aussi celui qui va construire l'image d'une sorte de Hitler intime, puisqu'il est très souvent invité au Berghof, il est souvent invité dans le cercle le plus proche d'Hitler, avec Eva Braun. D'ailleurs, Hitler va rencontrer Eva Braun chez Hoffmann, c'est une sorte d'assistante, je ne sais pas comment on pourrait dire, une sorte de secrétaire du bureau d'Hoffmann. Hoffmann va accompagner Hitler jusqu'à la fin. Enfin, pas dans le Ah oui. bunker, pas dans le bunker, mais jusqu'à la fin. Oui, il sera le photographe officiel d'Hitler jusqu'en 1945. Il aura suivi, je dirais, son dictateur du début de sa conception jusqu'à sa mort, hein, sans problème. Hein, ouais. Alors, Et sans aucun scrupule, hein, oui. avec le recul, jamais, dans aucune interview post-Seconde Guerre mondiale, Hitler n'aura évoqué un quelconque remords ou scrupule. Hoffmann, Hoffmann. Hoffmann, pardon, de tout ce qu'il a fait. Ouais. Oui, d'ailleurs, il s'en tire bien, Hoffmann, puisque même on lui confisque toutes ses archives et ses revenus, il passe à travers tout ça le mieux possible, j'allais dire. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que les photos d'Hoffmann, que l'on connaît par cœur, parce qu'on les a souvent vues dans des livres dès qu'on évoque Hitler ou le nazisme, depuis des décennies, j'ai aussi retrouvé des fois les premiers exemples de propagande dans lesquels ces images ont été utilisées. Et entre autres, pour la photo, par exemple, d'Hitler, la manifestation 1914, pour la photo Hitler sortant de prison, ou les célèbres photos en couleur de rassemblement nazi, les premières photos en couleur, on voit Hitler de dos devant une foule de SA. Eh bien, ces photos faisaient partie des albums Panini de l'époque, dans lequel, en fait, au lieu de collectionner son équipe de foot préférée, eh bien, le petit Allemand collectionnait les images de l'ascension au pouvoir d'Hitler. Hitler, je dirais, avant la Première Guerre, pendant la Première Guerre, après, puis sa prise de pouvoir, jusqu'à son accession en 1933. Et ce qui est assez étonnant, en fait, c'est de s'apercevoir que ces images de pure propagande ont pu ainsi circuler après-guerre sans qu'on prenne aucune distance en fait avec l'image. Et c'est ça que j'ai voulu montrer dans le livre, c'est que des images que l'on connaît par cœur, on ne nous a jamais vraiment dit où est-ce qu'elles avaient été présentées pour la première fois. Eh bien,
là, vous allez avoir sous les yeux, on n'a pas repris que l'image, on a pris l'image dans, je dirais, le livre avec tout le texte autour pour qu'on comprenne bien de quel support de propagande c'est issu. Mais c'est ça qui est très intéressant dans votre livre, c'est qu'on s'aperçoit que ces images elles sont faites dans un but précis. Leur première utilisation est évidemment une image de propagande et qui sert à l'idéologie nazie, mais ce qui sert surtout à Hitler. Mais elles sont, dès le début, utilisées dans une myriade à la fois d'ouvrages, mais aussi sur des objets. Il y a quasiment des goodies Hitler qui vont être proposés, produits, distribués. Je ne sais pas s'il y a des porte-clés, mais il pourrait y en avoir, ou des mugs, ou des choses comme ça, des assiettes, je sais que ça existe. Un Oui. peu comme la reine d'Angleterre, c'est les deux grands personnages de la commercialisation de l'image du XXe siècle. Alors c'est vrai que ça a même fini par irriter Hitler. À un moment donné, il trouvait qu'il y avait quand même beaucoup trop de produits dérivés avec son image, voire avec la croix gammée, et qu'il considérait que ça, entre guillemets, désacralisait le symbole en fait de l'Allemagne nouvelle qu'il était en train de vouloir mettre en place. Mais en effet, il y a eu énormément de produits dérivés, des petits soldats. Vous trouvez d'ailleurs des articles de presse intéressants d'avant-guerre, même l'illustration qui fait un article pour dénoncer de, je dirais, militarisation de la jeunesse à travers le jouet de guerre en fait. La Mercedes d'Hitler va faire l'objet d'un objet de luxe, d'un jouet de luxe qui peut être offert aux petits-enfants allemands. Et alors surtout, peut-être le plus extraordinaire, qui est issu des réserves du mémorial de Caen, c'est la réplique du chalet du Berghof en jouet pour enfants, quoi. Donc on peut jouer à Hitler qui accueille ses invités, puisqu'on sait que le Berghof était un haut lieu de la manipulation et de l'hypnotisme qu'Hitler essaie d'avoir au niveau des relations internationales, et où tous les chefs d'État ou de gouvernement vont être invités. Le Berghof qui devient un lieu à la fois d'accueil, charmant, champêtre, idyllique, et avec un homme tout à fait souriant, avenant, qui essaie d'endormir, là cette fois-ci non plus les foules, mais les autres pays, sur le fait que mais non, 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 jamais je ne ferai une guerre, quoi. Oui, c'est un des objets que je connaissais pas, qui m'a le plus estomaqué. Mais il existe aussi des reportages, je crois, qui sont parus dans Life, une fête de Noël en Allemagne nazie. Et dans les sapins, il y a des boules de Noël avec la croix gammée, par exemple. Ah oui, C'est, oui, oui, il y avait des boules de Noël, oui, avec la croix gammée, c'est assez surréaliste, oui, oui, oui. Donc, mais sur les images célèbres, on évoquait tout à l'heure les fameuses images d'Hoffmann faisant des photos pour qu'Hitler se voit faisant sa gestuelle lors de ses discours. Ces images-là ont fait l'objet de cartes postales qui ont été vendues à des millions d'exemplaires, un peu comme la photo d'Hitler en prison à Landsberg, où Hoffmann le fait poser regardant au loin, donc un Hitler visionnaire, donc qui est en train, malgré son emprisonnement, de préparer l'Allemagne de demain. Il y a ces images d'Hitler faisant ce discours dans le livre, où on les retrouve. Elles ont été publiées dans la presse française par le Miroir du Monde, dans les débuts des années 30, peu de temps après l'accession d'Hitler au pouvoir, avec un article qui s'intitule Hitler, un homme agité. Et on met ces photos-là en dessous. Mais ce qui est amusant, c'est que la légende des photos utilisées dans le Miroir du Monde ne sont pas des bonnes légendes. On vous montre Hitler faisant un discours. Non, il ne fait pas son discours, là, il est en train de s'entraîner. Pour l'article, en plus qui s'appelle Un homme agité, bon, on montre Hitler dans toutes les positions, ça tombe bien, regardez, cet homme a l'air agité. Mais du coup, l'article minimise le danger hitlérien, quoi. Et ça aussi, c'est ce que j'ai voulu faire apparaître dans l'ouvrage, à travers beaucoup d'articles de presse que j'ai retrouvés, que ce soit dans le Miroir du Monde, Illustration, Vue, des grands magazines comme ça, ou Match à partir de 38. C'est de voir la perception en France du danger d'Hitler ou non, ou au contraire la naïveté de croire que mais non, non, il est absolument pas dangereux. c'est intéressant ce que vous dites, parce que là aussi, quand on regarde toutes les images de votre livre, et là, c'est la force de la propagande, Hitler n'est jamais montré dans une position de violence. C'est-à-dire que la violence du parti, de l'idéologie des troupes nazies, que ce soit la police ou les militaires nazis qui vont se répandre partout en Europe, cette violence extrême, Hitler est toujours dans une espèce de cocon, dans une sorte de bulle à la fois de douceur, de bienveillance, de gentillesse. Aucune image d'Hitler violent n'existe. Non, qui est assez extraordinaire, c'est qu'en effet, donc là, je ne les ai pas montrés, mais dans la propagande nazie, la violence apparaît toujours des adversaires.
principalement communistes, hein, ce sont eux les violents, eux qui font des bagarres de rue, eux qui vont incendier leur hashtag, donc quand même on a une violence même jusqu'à s'en prendre je dirais, au symbole de l'État. Hitler, lui, non, n'est jamais montré. Alors, en revanche, dans la propagande nazie, on voit les victimes des violences communistes. Donc, s'il y a eu des morts, par exemple, certains noms vont être héroïsés, deviennent les héros du parti nazi. On voit Hitler se rendant au chevet de blessés qui ont été blessés au moment de Rix contre des communistes, par exemple, mais toujours en victime. Cette non-présence de la violence est très paradoxale, puisque quand on lit Mein Kampf, alors là, l'apologie de la violence, il Ouais. l'a fait. Il voue une admiration pour Mussolini sur la violence fasciste, hein, qu'il met en avant en disant il faudrait faire la même chose en Allemagne. Malgré son putsch raté de 1923, continuera à avoir une admiration sans faille sur le fait, et il l'écrit souvent dans Mein Kampf, que Mussolini est arrivé au pouvoir par la force. Ce qui, paradoxalement, de la part de Mussolini, ça va être au début un mépris d'Hitler, où il considère, mais qu'est-ce que c'est que ce dictateur qui n'est même pas capable d'arriver au pouvoir par la force? Il a fallu qu'il utilise les urnes pour se glisser par des manipulations électorales à la tête et devenir chancelier de l'Allemagne. Donc et c'est vrai que c'est paradoxal parce que dans Mein Kampf, la violence est érigée comme étant quelque chose de normal pour arriver au pouvoir, alors qu'il ne la montre plus dans la propagande. Oui, de même que Hitler, chef de guerre, il y a quand même très, 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 très peu d'images d'Hitler sur le front. Mais en tout cas, le Hitler, chef de guerre, c'est un Hitler qui est penché sur des cartes, qui est en réunion d'état-major. C'est ça, le Hitler, chef de guerre, qui est montré. Oui, tout à fait. Ce qui tranche, sans jeu de mots, avec le Hitler des tranchées de la Première Guerre mondiale, où là, il se montre vraiment comme un soldat au front. Lorsqu'il devient en effet chef de guerre lui-même, il est souvent montré donc, parmi les soldats, donc soutenant les soldats, mais toujours à l'arrière du front. Hein. Y a juste une photo qui avait été publiée par Match en 1939. On voit Hitler regardant avec des jumelles Varsovie détruit, et donc Match évidemment publie cette photo pour dénoncer le cynisme d'Hitler en train de regarder la capitale polonaise incendiée et bombardée. Mais en effet, après, c'est Hitler, on le présente comme un fin stratège, et donc c'est souvent en effet devant des cartes et entouré de l'état-major. Et dans tous les thèmes qu'on voit surgir dans votre livre, il y a les femmes et les enfants sont un des thèmes. Bon, parmi tous les thèmes, moi, c'est ce thème-là que j'ai choisi parce que dans la propagande nazie, les enfants, enfin les jeunes, enfin même les enfants et les jeunes et les femmes ont une place particulière qu'on retrouve dans les photos de propagande hitlérienne, que ce soit d'Hoffmann, que ce soit des photos soi-disant du quotidien du dictateur, mais aussi des photos mises en scène. Ce sont deux thèmes très importants dans votre livre. Les enfants, je dirais, c'est un thème, hélas, récurrent pour tout régime autoritaire, dictatorial qui se met en place. Vous mettez le paquet en termes de propagande sur la jeunesse, sur les enfants. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'ils vont être plus malléables et plus influençables dès le plus jeune âge. Et puis, parce qu'ils sont censés pérenniser le régime nouveau, c'est l'avenir. Donc, il faut vraiment les endoctriner. Donc là, malheureusement, le nazisme n'échappe pas à la règle. Pour les femmes, c'est de rappeler en effet la place de la femme dans la société allemande nazifiée, qui est en fait une place issue de l'esprit bismarckien, hein, le fameux 3K, hein, la femme donc à la cuisine, à l'église et mère de famille, femme au foyer. Dans la propagande et l'idéologie nazie, la femme n'a pas d'autre place que, je dirais, d'être mère au foyer pour pérenniser la race aryenne cette fois-ci. Et on ne lui donne pas une place plus importante dans la société. Malgré tout, on ne veut pas complètement l'exclure parce qu'elle fait quand même partie de la moitié de la population. Et donc, elle apparaît dans la propagande, souvent via les organisations de jeunesse pour jeunes filles nazies, le fameux BDM, montrant que les femmes sont autant admiratives d'Hitler que les autres catégories de la population, où là on voit des femmes paysannes ou ouvrières qui, je dirais, sont autour d'Hitler. Mais c'est vrai que, hormis ces exemples-là, quand même, il faut dire que la grande majorité de la propagande est une propagande de virilité, donc de masculinité. Les femmes ne sont pas oubliées, mais elles ne sont pas non plus mises en avant, comme elles ne seront pas mises en avant
dans la société, en tout cas au moment de la guerre. On a eu des femmes soldats, on n'en voit pas. Très peu dans l'armée allemande par rapport à d'autres armées. On est loin de l'image par exemple, de la femme soldat de l'URSS, par exemple. Alors, il y a aussi des grands absents, j'ai trouvé dans votre livre, en tout cas dans la propagande hitlérienne, ce sont les dignitaires nazis. Alors, Que ce soit Goebbels ou Göring ou d'autres, ils sont totalement absents, sauf l'état-major quand Hitler regarde une carte. Mais eux, c'est vraiment pas le centre de l'image, c'est vraiment Hitler. Mais les autres sont complètement absents. c'est plus un choix de sélection éditoriale. Ils sont absents dans le livre, mais en revanche, ils sont présents dans la propagande. Donc, Hitler qui est photographié à côté de tout le monde, hein, de Göring à Himmler à Goebbels, soit en groupe, soit individuellement. C'est une absence dans le livre, mais qui n'est pas une absence dans la propagande. Évidemment, vont disparaître Rome après la nuit des longs couteaux, évidemment, disparaîtra. S après, j'irais, sa trahison, on ne sait pas quoi en Angleterre, va disparaître aussi, mais que ces dignitaires ne sont pas oubliés. Il y a un album Panini sur justement exclusivement les dignitaires nazis. Et là, vous avez une galerie de portraits. Alors, ils y sont tous, il n'en manque aucun, jusqu'aux Gauleiters, aux maires des villes importantes. Alors là, vous n'avez aucun qui échappe à la règle. Mais, et justement, j'avais regardé avec le prisme qu'on a évoqué tout à l'heure de la place de la femme ou non, et bien entendu, il n'y a aucune femme. Aucune femme a des postes de responsabilité. Ça se trouve encore facilement, ça, ce genre d'album, dans les brocantes, dans les... Maintenant, je dirais, moi je les avais achetés autrefois, il y a des années maintenant, mais souvent j'en trouvais un de temps en temps, mais c'est très très rare. Et puis après, il faut le trouver en entier avec aucune image qui manque, ce que j'ai eu le cas par chance à chaque fois. Mais même si vous allez sur des sites de vente en ligne spécialisés pour les collectionneurs, c'est assez dur à trouver. Donc, dans toute propagande, tout est extrêmement contrôlé, mais de temps en temps, il y a certaines photos qui sont faites soit par des amateurs, des gens non prévus, ou soit des photos faites par Hoffman, mais qui vont être censurées, qui vont être interdites par Hitler. Vous en montrez au moins 2 dans votre livre. Il y a Hitler avec des lunettes. Ça, j'en avais parlé avec Claude Quetel. Il me disait que c'était bien la preuve que les photos d'Hitler regardant des cartes sans lunettes montraient qu'il ne pouvait pas être un grand stratège puisqu'il ne pouvait pas lire les cartes. Exact. Ça, c'est l'avis de Cela dit, Claude parfois Quetel. il a une loupe, alors on peut imaginer que la loupe remplace la lunette. Donc, il y a Hitler avec ses lunettes. Et puis, il y a une autre photo qui est, quand on lit la légende, est absolument hilarante, malgré tout. C'est Hitler monté sur un petit podium pour faire un discours au bastingage d'un bateau. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de photos censurées? Est-ce qu'on en connaît d'autres? Quel est votre avis là-dessus? Alors, ce serait intéressant, en effet, d'aller, compulser le fonds Hoffman et de voir quelles sont celles qui ont été censurées ou retravaillées, parce qu'après, c'est aussi des questions de cadrage. On sait hein, que certaines photos, on va les recadrer pour mettre davantage, en avant tel ou tel personnage, voire Hitler lui-même. Ce qui est amusant, donc, c'est évidemment la presse qui essaie de faire son scoop. Donc, on a mis quelques articles dans la revue Match qui a réussi à se procurer justement des photos qui avaient été interdites ou censurées et en expliquant pourquoi. Souvent, ça nous paraît tout à fait anodin. Cette photo d'Hitler sur son petit tabouret au bastingage d'un bateau, en fait, alors j'ai très peu d'explications. Parce qu'en fait, je l'ai trouvé tout à fait par hasard sur un vide-grenier il y a une dizaine d'années. Et les personnes qui m'ont vendu cette photo l'avaient eux-mêmes acheté dans un lot qui était assez amusant. C'est qu'eux, ils ne s'intéressaient qu'à tel type d'uniforme de l'armée allemande. Et il y avait cette photo dedans qui ne les intéressait absolument pas, ce qui fait que j'ai pu l'avoir pour un prix dérisoire. Mais malheureusement, ils n'en savaient pas plus. Alors souvent, ça les collectionneurs le savent malheureusement. Je vous ai dit tout à l'heure que les Allemands avaient une acculturation de la photographie dans les années 30 et beaucoup d'Allemands avaient des petits Kodak Pocket. Et beaucoup sont partis d'ailleurs au front avec. Beaucoup de soldats constituaient son album photo de ce qu'ils faisaient au front. Vraiment ce qui était autorisé. Il y avait quand même une petite autocensure parce qu'on savait qu'on ne pouvait pas tout photographier. Et ces albums, beaucoup de familles en ont hérité. Et vous avez des chasseurs d'albums qui existent aujourd'hui encore, qui essaient de retrouver tous ces albums. Et une fois qu'ils les ont retrouvés, eh bien, évidemment, comme ils sont là pour se faire de l'argent, ils désossent complètement l'album et ils vendent les photos individuellement.
Alors, quand par chance, vous en avez qui sont dans leur côté commerçant un peu honnête, ils vous vendent la photo en vous mettant la légende qui était en dessous au dos de la photo, ce qui fait qu'elle est quand même un minimum identifiée. Mais cette photo, justement, j'avais demandé, apparemment faisait partie d'un album. Donc, je pense que c'était un des peut-être des soldats ou officiers de la Kriegsmarine qui était sur Ouais. ce navire, qui a pris la photo à titre perso de dos parce qu'il a dû trouver la scène cocasse et amusante. Évidemment, c'était à titre personnel et jamais pour qu'elle soit publiée. Donc là, on n'est même pas, je dirais, dans la photo de presse ou quoi que ce soit, puisque je suis à peu près persuadé qu'elle a été prise par un individu, mais heureusement, par chance, on l'a. Et ça montre aussi quelque part le ridicule des postures à des fins de propagande, puisque sur cette photo-là, ce qui est intéressant, c'est de voir juste derrière, on aperçoit donc, a été mis sur une petite planche qui dépasse du bateau, lui, le vrai caméraman Oui. officiel qui fait la prise de vue de contre-plongée, ce qui permet, on imagine, on voit Hitler encore plus grand que l'officier de marine qui est derrière lui, dont je ne suis pas sûr que ce soit l'amiral Raeder, ce sera confirmé. Donc voilà, mais c'est intéressant de voir justement qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire la photo pendant que le caméraman officiel qui lui fait son travail de l'autre côté, quoi. Alors, pour finir, et c'est un gros sujet dans votre album, donc il y a la propagande d'Hitler, propagande à Hitler, mais il y a aussi la contre-propagande qui est faite essentiellement par les Alliés, en tout cas par les ennemis du Reich. Il y a aussi des images de propagande, cette fois-ci, faites par les Alliés du Reich, donc un tout petit peu Vichy, mais aussi vraiment très peu, parce que Vichy ne met pas beaucoup Hitler en avant, mais il y a les Italiens, les Espagnols, il y a d'autres nations qui vont le faire. Ce qui est vraiment intéressant, moi je trouve, c'est la contre-propagande avec une inventivité plastique et une inventivité journalistique qui est assez phénoménale. Alors, c'est vrai que dans les contre-propagandes, chez les Alliés pendant la guerre, là, on va dire de 41-45, ce qui était intéressant, c'était de voir aussi les formes de représentation très différentes d'un pays ou l'autre. Si on prend les affiches soviétiques, on voit que Hitler est souvent bestialisé, animalisé. Les slogans sont très grossiers, vulgaires, d'un langage populaire qui doit vraiment impacter les populations. Là, on insiste sur la brutalité, à travers la brutalité d'Hitler, la brutalité de la guerre sur le front de l'Est, qui malheureusement est une réalité, puisque les populations civiles ont énormément, évidemment, souffert de cette forme de guerre sur le front de l'Est. Donc, on dénonce cela de façon très virulente et très forte. Côté allié, on choisit un autre angle. Alors, ce qui est intéressant, par exemple, aux États-Unis, on sait que l'opinion américaine a eu du mal à se faire à l'idée du front contre le Japon après Pearl Harbor, ça, il n'y a aucun problème. Donc, le front Pacifique, il est, entre guillemets, bien compris par la population américaine. Mais Hitler n'était pas nécessairement mal perçu par une partie de l'opinion jusqu'à l'entrée en guerre. Et donc, on ne le considère pas comme un danger non plus. Et donc, lorsque la guerre va s'étendre, évidemment, sur les théâtres d'opération où les armées allemandes se battent, il va falloir, cette fois-ci, y associer Hitler. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que j'ai voulu montrer à travers ces exemples de représentation de la propagande côté américain, c'est qu'on associe quasiment tout le temps le trio des dictateurs de force de l'Axe, quoi. C'est-à-dire que vous avez régulièrement Hitler, Mussolini, Tojo ou Hirohito pour le Japon. C'est l'un ou l'autre, ça dépend. Et on a vraiment ce triptyque qui fonctionne, mais alors de façon récurrente. Ce qui est intéressant aussi, et on le voit aussi côté britannique, c'est la façon dont on va représenter Hitler. On est toujours en train de le ridiculiser, de l'inférioriser. On essaie de faire passer le message aux soldats, quel que soit le front où ils se battent, parce que ça va être le même côté ridicule, et encore plus même pour Mussolini ou pour les Japonais. L'idée, c'est, regardez, en fait, ces gens sont des dictateurs de pacotille, ils se croient plus forts que nous, c'est nous qui avons la meilleure armée, les meilleurs équipements, le meilleur matériel pour se battre. Et donc, on va en faire qu'une bouchée quasiment. Et n'ayez pas peur de les affronter parce que si les leaders sont présentés avec autant d'aspects ridicules,
c'est que les soldats ne sont pas plus doués que cela. Donc c'est intéressant parce qu'on n'a pas du tout, si on compare la propagande soviétique ou anglo-américaine, on n'a pas du tout le même regard, hein. Oui, parce que Hitler n'est pas du tout perçu, y compris, j'imagine, par les populations de la même manière. L'Amérique, c'est quand même loin. Les Soviétiques se ressentent dans leur chair. Ah oui, complètement, oui. Ouais. Oui, puis là, c'est pour l'URSS, c'est évidemment, c'est l'invasion du territoire, hein. Évidemment, ce que ni la Grande-Bretagne ni les États-Unis ne vivront. Je dirais, il faut une guerre, entre guillemets, par procuration sur des parties de l'Empire ou de territoires qui appartenaient aux États-Unis, mais pas sur leur pays même, quoi. Donc, Après, évidemment, ce qu'on peut aussi ajouter, c'est que aux États-Unis, il y a une contre-propagande qui se fait par la bande dessinée. Les premières bandes dessinées anti-nazis sont très très dures à trouver. Il y en a plus beaucoup, mais et les elles sont comics très chères, américains, voilà, oui, c'est plusieurs centaines de milliers de dollars souvent. Mais hein. Ouais. le comics américain s'est très vite engagé. Bon, les Oui, dessinateurs et scénaristes étaient souvent des juifs qui avaient émigré, donc ils étaient un peu au courant de ce qui se passait. Donc l'Amérique a très vite mis au service de la contre-propagande d'énormes moyens industriels. Et j'ajoute juste aussi, parce que ça aussi c'est difficile à trouver, qu'il y a aussi des contre-propagandes en Allemagne, bon, avant 1933 évidemment, dans les journaux comme AIZ ou Simplicismus, qui sont des images absolument extraordinaires du point de vue de l'histoire de l'art, d'une grande efficacité, mais évidemment qui disparaissent très très vite à il y a partir de... les photomontages d'Artfeld. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, alors c'est la caricature, hein, qui est mise à contribution, et donc a fortiori, vous avez raison de le dire, des dessins qui sont associés aux États-Unis, donc les revues, les comics, hein, n'oublions pas que Superman est créé pour, ou Captain America, hein, ou Wonder Woman sont les trois premiers super-héros qui se battent contre Hitler, hein, les uns comme les autres. Mais dans le dessin et la caricature, on en a énormément de représentations, tout comme l'affiche soviétique qui utilise énormément aussi le dessin. Dans ces pays-là, c'est ça qui était intéressant, c'est j'ai fait des thématiques où on voit Hitler animalisé, ça peut être en putois, en cochon, même une tirelire cochon aux États-Unis, que vous avez Hitler associé au grand chef d'État, souvent à Napoléon. Donc c'est intéressant parce que souvent moqué par Napoléon, surtout dans la propagande soviétique, on le retrouve aussi. Sous-entendu, Napoléon lui a au moins réussi à aller jusqu'à Moscou, mais attention, il y a eu la revanche, c'était le général Hiver, et il a tout perdu avec la Bérésina. Donc d'associer Hitler à Napoléon, c'est aussi de rappeler qu'il va perdre. Mais c'est intéressant de voir toutes ces formes de représentation et de façon beaucoup plus humoristique. En effet, côté américain, par exemple, on a Hitler avec un coup de pied aux fesses qui est régulièrement présenté, un GI qui lui donne une fessée ou un coup de pied aux fesses, quoi. Emmanuel, je vous remercie de cette heure passée avec moi pour parler de votre livre Propaganda Hitler. C'est tellement riche qu'on pourrait en parler toute la journée s'il fallait, en commentant des images. Donc On va laisser le lecteur découvrir le livre, comme absolument, ça. oui, absolument, parce qu'il y a tellement d'autres, encore plus de choses qu'on a évoquées. Donc je rappelle, Propaganda Hitler, du sauveur au monstre, les 1000 visages du Führer. C'est publié chez Armand Collin. Je cherche le prix 35 euros, donc c'est un beau livre illustré. Il y a une préface évidemment intéressante et éclairante de Johan Chapoutot, qui montre l'intérêt et la force de votre travail. Voilà, donc je vous remercie. Je conseille évidemment à tout le monde de se ruer sur cette lecture et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.